Le paradoxe du billet de 20 euros. Prenez un billet de 20 euros dans votre main. Regardez-le bien. Ce petit rectangle de papier coton ne coûte qu'environ 5 centimes à fabriquer. Il n'a aucune utilité pratique. Vous ne pouvez pas le manger, vous ne pouvez pas vous en servir pour construire un abri, et il brûle en quelques secondes. Pourtant, le monde entier accepte de vous donner l'équivalent de 20 euros de nourriture, de travail ou d'énergie en échange. Pourquoi ? Ouvrez votre application bancaire. Vous voyez un chiffre. 1200 euros. Ce ne sont pas des pièces d'or dans un coffre. Ce sont des électrons, des impulsions magnétiques sur un serveur, stockés quelque part entre du silicone et de la céramique. Si la banque fait faillite ou si l'électricité se coupe, cette richesse disparaît. L'argent est la plus grande illusion collective jamais inventée. Votre banquier vous dira que c'est une réserve de valeur. La vérité, c'est que l'argent est une promesse. C'est une religion sans Dieu où la prière s'appelle la transaction. Mais comme toutes les croyances, elle est fragile. Aujourd'hui, nous allons déconstruire cette illusion pour comprendre ce que vous possédez vraiment. Chapitre 1. Avant l'argent, le mythe du troc. Les manuels d'économie racontent tout la même fable. Au début, il y avait le troc. Je te donne une poule contre tes chaussures. Mais comme c'était compliqué, si je n'avais pas besoin de chaussures, on a inventé la monnaie. Les anthropologues savent aujourd'hui que c'est faux. Le troc n'a jamais été la base d'une économie. La véritable origine de l'argent, c'est la dette et le temple. En Mésopotamie, il y a 5000 ans, l'argent était une unité de compte gérée par les temples religieux pour comptabiliser ce que les fermiers devaient aux dieux. On notait sur des tablettes d'argile « Un tel doit 3 mesures d'orge ». L'argent n'était pas une pièce physique. C'était un livre de comptes, un système de mémoire sociale. L'argent est donc né comme un outil de contrôle social et de comptabilité, pas comme un facilitateur de commerce. C'était une mesure de votre obligation envers la société. Comprendre cela est crucial. Depuis le premier jour, l'argent est une relation de pouvoir entre le créancier, celui qui tient le registre, et le débiteur, celui qui doit travailler. Chapitre 2. L'argent qui a une odeur, l'air tangible. Pendant des millénaires, pour que ce système fonctionne entre des étrangers qui ne se faisaient pas confiance, l'humanité a eu besoin d'ancrer la monnaie dans la réalité physique. C'est l'ère de la monnaie marchandise. L'argent devait avoir une valeur intrinsèque, une utilité propre en dehors de sa fonction d'échange. Le sel servait à conserver la viande, donc on pouvait payer les soldats romains en sel, d'où le mot salaire. Les coquillages coris, utilisés en Afrique et en Asie, avaient une valeur esthétique et rituelle. L'argent avait une odeur, un poids, une texture. Il était une richesse en soi, pas une promesse. L'évolution majeure fut l'adoption des métaux précieux, l'or et l'argent. Contrairement aux coquillages ou au bétail, le métal est divisible, durable, transportable et chimiquement indestructible. Une pièce d'or frappée sous Jules César a toujours de la valeur aujourd'hui, non pas parce qu'elle est romaine, mais parce qu'elle est en or. C'était l'époque où la confiance n'était pas nécessaire. Vous n'aviez pas besoin de faire confiance à la personne qui vous payait, il vous suffisait de peser le métal. La valeur résidait dans l'objet, libérant le commerce des limites de la réputation locale. Cependant, cette monnaie physique avait un défaut majeur, sa lourdeur et sa dangerosité. Transporter de l'or attirait les brigands et ralentissait les échanges. De plus, la quantité de monnaie était limitée par la géologie. Si les mines d'or s'épuisaient, l'économie entrait en déflation, faute de moyens de paiement. Les rois ont alors commencé à tricher, en rognant les pièces ou en les diluant avec du cuivre pour créer plus d'argent. C'était la première forme d'inflation. On gardait la valeur faciale, mais on volait la valeur réelle. C'est en Lydie, l'actuelle Turquie, qu'était née la véritable pièce de monnaie standardisée. Le roi Crésus a apposé son sceau sur des pièces d'or et d'argent, pour en garantir le poids et la pureté. C'était une révolution. On ne pesait plus l'argent à chaque transaction, on le comptait. Le sceau du roi introduisait une première forme de confiance institutionnelle, mais la valeur restait ancrée dans le métal. Si le royaume s'effondrait, la pièce valait toujours son poids en or. C'était la sécurité ultime. Cette période de monnaie saine, sound money, a imposé une discipline stricte aux États. Un roi ne pouvait pas dépenser plus qu'il n'avait d'or dans ses coffres. Sinon, il devait lever des impôts, ce qui est impopulaire, ou faire la guerre pour piller l'or des voisins. L'argent physique limitait l'expansion de l'État et la taille des armées. C'était une barrière naturelle contre la tyrannie bureaucratique, car on ne pouvait pas imprimer de l'or à volonté pour financer des projets délirants ou des guerres sans fin. Mais le commerce mondial grandissant a fini par se heurter à la limite physique du métal. Les marchands vénitiens et les explorateurs avaient besoin de déplacer des sommes colossales à travers les océans. Le risque de naufrage ou de piraterie rendait le transport d'or physique trop coûteux. Le monde avait besoin d'une abstraction, d'un système plus fluide.
La monnaie devait se libérer de son corps de métal pour devenir un pur esprit, une pure information. C'est ainsi que la transition s'est opérée lentement vers le papier. Au début, le papier n'était qu'un titre de propriété sur du métal stocké quelque part, c'était un certificat de dépôt. Mais psychologiquement, l'humanité commençait à s'habituer à échanger du papier plutôt que du métal. Cette habitude a ouvert la porte à la plus grande supercherie, mais aussi à la plus grande invention de la finance moderne, la banque et la création monétaire ex nihilo. Chapitre 3. L'invention de la confiance. Le banquier. La transformation radicale de l'argent s'est produite dans les arrière-boutiques des orfèvres au Moyen-Âge, les ancêtres de nos banquiers modernes. Ces artisans possédaient des coffres-forts robustes pour protéger leur propre or. Les citoyens riches, craignant le vol, ont commencé à leur confier leur or en échange d'un reçu papier signé. Rapidement, les gens ont réalisé qu'il était bien plus pratique de payer ses achats en échangeant ces reçus papier, plutôt que de venir retirer l'or lourd pour le donner à un autre qui allait le redéposer. Le papier est devenu la monnaie par commodité. Les orfèvres, observant ce manège, ont fait une découverte stupéfiante qui est le secret le mieux gardé de la banque. L'or ne bouge jamais. Les déposants ne venaient presque jamais retirer leur or tous en même temps. Statistiquement, 90% de l'or restait dormir dans le coffre. L'orfèvre a alors eu une idée géniale et dangereuse. Pourquoi ne pas prêter de l'or à ceux qui en ont besoin en émettant de nouveaux reçus papier, même s'il n'y a pas l'or correspondant dans le coffre? Tant que tout le monde ne vient pas réclamer son or en même temps, personne ne saura que le coffre est à moitié vide. C'est la naissance de la réserve fractionnaire. Le banquier crée de l'argent, des reçus, à partir de rien, simplement par une écriture comptable. Il prête ce qui n'existe pas et touche des intérêts dessus. C'est de l'alchimie moderne. L'argent a cessé d'être une marchandise pour devenir une dette, une promesse de remboursement. La confiance s'est déplacée. On ne faisait plus confiance au métal, qui n'était plus là, mais à la signature du banquier et à sa capacité à maintenir l'illusion de la solvabilité. Ce système a permis une explosion de la croissance économique. Soudainement, il y avait assez d'argent pour financer des navires, des usines et des palais. Le crédit était né. Mais il a aussi introduit le risque systémique de la panique bancaire, bank run. Si la confiance s'érode et que tout le monde court à la banque pour récupérer son argent réel, le château de cartes s'effondre et la banque fait faillite, révélant que l'argent n'était qu'une illusion comptable. Pour stabiliser ce système instable par nature, les États ont créé les banques centrales. Leur rôle est d'être le prêteur de dernier recours, celui qui peut fournir de la liquidité quand les banques commerciales ont trop triché. Avec la création de la Banque d'Angleterre, puis de la Réserve fédérale, l'argent est devenu un monopole d'État. Le reçu d'orfèvre est devenu le billet de banque, une dette de l'État envers le porteur. Cependant, jusqu'au XXe siècle, ce billet restait théoriquement convertible en or. Il y avait encore un lien ténu, une laisse qui retenait la création monétaire. Le billet de 20 $ portait la mention « payable en or au porteur sur demande ». C'était une promesse juridique contraignante. L'État ne pouvait pas imprimer plus de billets qu'il n'avait de stock d'or, garantissant une certaine stabilité des prix et empêchant l'hyperinflation. Mais les guerres mondiales et les dépenses sociales massives ont rendu cette discipline insupportable pour les gouvernements. Ils avaient besoin de dépenser sans limite, sans être freinés par la quantité de métal jaune qu'ils pouvaient extraire du sol. La tentation de couper le dernier lien avec la réalité physique était trop forte. Il fallait achever la dématérialisation pour donner aux politiques le pouvoir absolu sur la valeur. Chapitre 4. Le grand divorce. Fiat Money, 1971. Le 15 août 1971 est sans doute la date la plus importante de l'histoire économique moderne, pourtant elle est absente de la plupart des livres d'histoire. Ce jour-là, le président américain Richard Nixon a annoncé à la télévision la suspension temporaire de la convertibilité du dollar en or. Ce temporaire dure depuis plus de 50 ans. En une phrase, Nixon a coupé le dernier fil qui reliait l'argent au monde physique. Le dollar est devenu une monnaie fiat, du latin que cela soit, une monnaie décrétée par l'État. Depuis cet instant, l'argent ne vaut quelque chose que parce que le gouvernement dit qu'il vaut quelque chose, et parce que vous êtes obligé de l'utiliser pour payer vos impôts. Il n'est adossé à rien d'autre qu'à la confiance dans la puissance économique et militaire des États-Unis. C'est un système de foi pur. Les banques centrales ont désormais le pouvoir divin de créer de la monnaie à l'infini, sans coût, simplement en tapant des chiffres sur un ordinateur. Ce pouvoir a une conséquence directe, l'inflation structurelle. Puisque la quantité d'argent augmente constamment, la planche à billets, mais que la quantité de biens réels, maisons, énergie, nourriture, est limitée, les prix montent mécaniquement. L'inflation n'est pas une fatalité, c'est une politique. C'est un moyen pour l'État de réduire la valeur de sa dette en remboursant avec de la monnaie de singe, tout en appauvrissant silencieusement les épargnants qui gardent du cash.
C'est aussi l'ère de la financiarisation totale. Comme l'argent est gratuit et illimité pour ceux qui sont proches de la source, les grandes banques et les multinationales, l'effet Cantillon, les marchés financiers se déconnectent de l'économie réelle. On voit des bulles spéculatives se former partout, car il y a trop d'argent qui chasse trop peu d'actifs rentables. L'argent n'est plus un outil de mesure neutre, c'est un outil de distorsion de la réalité. La numérisation à la fin du XXe siècle a achevé ce processus. Aujourd'hui, 97% de la monnaie en circulation n'existe que sous forme numérique. Ce ne sont que des lignes de code dans les bases de données des banques privées. Quand vous faites un prêt immobilier, la banque ne vous prête pas l'argent d'un autre épargnant. Elle crée cet argent ex nihilo au moment où vous signez. Elle tape le montant sur votre compte et l'argent apparaît. C'est de la magie noire comptable, acceptée par tous. Ce système repose sur un équilibre psychologique fragile. Tant que tout le monde accepte le jeu, la musique continue. Mais si les citoyens réalisent que leur travail acharné est échangé contre une devise que l'État peut diluer à volonté pour financer ses erreurs, la colère monte. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec la crise du coût de la vie. C'est le symptôme d'une monnaie qui a perdu son ancrage. Le grand divorce de 1971 a donné aux banquiers centraux les clés du monde. Mais tout pouvoir absolu finit par être contesté. Face à une monnaie qui perd sa valeur année après année, de nouvelles formes de résistance émergent, cherchant à redonner à l'argent ce qu'il a perdu. La rareté, la neutralité et la vérité mathématique ou physique. Chapitre 5. La révolte. Bitcoin et un BRICS. Face à l'érosion constante de la valeur de la monnaie fiat, deux mouvements de révolte majeurs ont émergé au XXIe siècle, venant de directions opposées, mais avec le même constat. Le système du dollar papier est à bout de souffle. Le premier mouvement est technologique et citoyen, c'est le Bitcoin. Né des cendres de la crise financière de 2008, le Bitcoin propose une séparation radicale entre la monnaie et l'État, tout comme on a séparé l'Église et l'État il y a des siècles. Le Bitcoin réintroduit la notion de rareté absolue que l'or offrait, mais dans le monde numérique, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins. C'est inscrit dans le code, protégé par les lois de la mathématique et de la thermodynamique, et aucun banquier central ne peut modifier ce chiffre pour financer une guerre ou un déficit. C'est une monnaie dure, hard money, qui ne demande pas de faire confiance à une institution humaine faillible, mais à un protocole neutre. Le deuxième mouvement est géopolitique. C'est celui des BRICS+, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, etc. Ces nations, riches en matières premières, réalisent qu'elles échangent leurs richesses tangibles, pétrole, gaz, or, blé, contre des dettes occidentales, dollars, euros, qui perdent de la valeur et qui peuvent être saisies par des sanctions politiques. Elles cherchent à revenir à une monnaie adossée à du réel. Le projet d'une monnaie commune des BRICS, ou du moins d'un système de règlement commercial basé sur l'or et les matières premières, est une tentative de défaire le coup de force de 1971. C'est la volonté de dire « Notre pétrole a une valeur intrinsèque, votre papier n'en a pas ». C'est un retour vers la monnaie marchandise, modernisée pour l'ère multipolaire. La confiance ne vient plus de l'armée américaine, mais des stocks de métal dans les coffres de Shanghai ou de Moscou. Ces deux alternatives posent la même question fondamentale. Qu'est-ce que la valeur ? Est-ce la capacité d'un gouvernement à lever l'impôt, fiat ? Est-ce l'énergie et la rareté mathématique, bitcoin ? Ou est-ce les ressources physiques nécessaires à la vie, or commodities ? Nous assistons à une guerre des monnaies, qui est en réalité une guerre des philosophies. Le monopole du banquier central est attaqué par le codeur informatique et par le producteur de pétrole. Pour l'individu, cette période de transition est dangereuse, mais pleine d'opportunités. Garder toute sa richesse en monnaie fiat, livret A, cash, et la certitude mathématique de s'appauvrir lentement. Comprendre ces alternatives, c'est comprendre comment stocker son travail dans un véhicule qui ne fuit pas. C'est passer du statut de passager passif du système monétaire à celui d'acteur conscient de sa propre souveraineté. La technologie blockchain permet aujourd'hui de posséder de la valeur sans intermédiaire, de transférer des milliards sans passer par une banque, et de sécuriser son patrimoine avec une simple suite de mots. Seed phrase. C'est un pouvoir que même les rois d'autrefois n'avaient pas. L'argent redevient un outil de liberté, après avoir été un outil de servitude par la dette pendant des décennies. La révolte est silencieuse, mais elle est en train de redessiner la carte financière du monde. Chapitre 6. La religion ultime. La foi. En fin de compte, l'analyse de l'histoire de la monnaie nous mène à une conclusion vertigineuse. L'argent est la religion la plus pratiquée au monde. C'est le seul système de croyance qui unit un chrétien américain, un musulman saoudien, un athée chinois et un agnostique européen. Tous, sans exception, croient au dollar ou à l'euro suffisamment pour leur consacrer leur vie, leur temps et leur énergie vitale. C'est le lien universel. Mais comme toute religion, elle ne tient que par la foi de ses fidèles.
C'est ce qu'on appelle l'effet fée-clochette. L'argent existe seulement parce que nous croyons qu'il existe. Le jour où cette foi collective se brise, la monnaie retourne à sa valeur intrinsèque, zéro. C'est ce qui se passe lors des hyperinflations, Weimar, Zimbabwe, Venezuela. Soudainement, le voile se déchire, et les gens réalisent qu'ils ont des millions de papiers colorés qui ne valent rien. La magie du banquier central cesse d'opérer. Votre banquier ne vous dira jamais cela. Il a besoin que vous restiez dans l'illusion que l'argent est solide, stable et sûr. Il a besoin que vous continuiez à épargner dans sa monnaie pour qu'il puisse continuer à prêter et à toucher ses intérêts. Le système bancaire moderne est un théâtre de la confiance construit sur des fondations psychologiques plutôt que physiques. Comprendre que l'argent est une fiction sociale ne doit pas vous faire peur, mais vous libérer. Cela vous permet de prendre du recul. L'argent n'est pas le but, c'est un moyen d'échange. La vraie richesse, c'est les actifs réels, terre, entreprise, or, connaissances, et les relations humaines. L'argent n'est que le système de points que nous utilisons pour garder les comptes entre nous. Dans les années à venir, alors que les dettes des États deviennent impayables et que les monnaies fiduciaires vacillent, la question de la croyance sera centrale. Vers quoi la foi collective va-t-elle se déplacer? Vers une monnaie numérique d'État surveillé, CBDC? Vers des actifs décentralisés, crypto? Ou vers un retour aux valeurs tangibles? Personne ne le sait, mais le simple fait de se poser la question vous donne une longueur d'avance sur 99% de la population. Ne soyez pas un croyant aveugle dans le temple de la monnaie papier, soyez un observateur critique. Diversifiez votre foi. Ne mettez pas toute votre confiance dans une seule entité, qu'elle soit une banque centrale ou un algorithme. La véritable sécurité financière vient de la compréhension que tout ceci est un jeu. Et que pour gagner, il faut d'abord comprendre les règles que les maîtres du jeu ont écrites pour eux-mêmes, pas pour vous. L'argent est une histoire que nous nous racontons. Assurez-vous simplement que vous n'êtes pas le dernier à croire à l'histoire quand tout le monde a déjà quitté la salle. La valeur réside dans ce que vous contrôlez, pas dans ce qu'on vous promet. C'est la leçon ultime de 5000 ans d'histoire monétaire. L'argent n'est pas ce que vous croyez, et votre compte en banque n'est pas un coffre, c'est un tableau de bord de confiance. Maintenant que vous voyez les fils du marionnettiste, que comptez-vous faire? Allez-vous continuer à stocker votre énergie vitale dans une monnaie qui fond? Ou allez-vous chercher des alternatives? Dites-nous en commentaire, en quoi avez-vous le plus confiance pour les 10 prochaines années? L'or, le bitcoin ou l'euro? Le débat est ouvert. À très vite.